cloud. Voilà. Parfait. Donc, 5 clés. J'ai déterminé 5 clés importantes qui répondent à 5 besoins fondamentaux dans le domaine au niveau éducation somatique. On a des besoins de fluidité. C'est important de vraiment de cultiver, puis plus nous avançons en âge, plus nous avons besoin de maintenir et de cultiver la fluidité à l'intérieur de nous, qui est non seulement une fluidité au niveau corporel, au niveau fonctionnel, mais aussi une fluidité, je dirais, au niveau de notre façon de vivre notre vie. Donc, la fluidité, c'est vraiment un besoin essentiel qui, lorsqu'on vieillit, souvent, c'est un peu comme si je fais le parallèle avec une rivière, par exemple, ou de l'eau. Quand on vieillit, des fois, on peut assécher cette rivière. On peut assécher cette fluidité. C'est important de continuer à la nourrir, à la maintenir, à la réveiller, à augmenter le flot de notre fluidité. Donc, ça, c'est un premier besoin auquel je réponds au niveau de l'éducation somatique dans mon approche. Bien sûr, le deuxième besoin, c'est un besoin d'équilibre. Et le paradoxe dans l'équilibre, c'est qu'il faut être confortable, explorer le déséquilibre pour pouvoir savourer l'équilibre. On a un peu tendance à vouloir mettre une étiquette sur l'équilibre. Il faut être en équilibre. Mais vous vous doutez bien que si on est en équilibre, qu'on ne bouge plus, ben, on n'avance plus non plus. Donc, l'idée de l'équilibre, c'est de répondre à un besoin d'équilibre en allant explorer aussi en toute sécurité le déséquilibre. Aussi, je réponds dans Vieillir sans rétrécir à un besoin de solidité. Donc, par exemple, je pense que c'était Héloïse qui parlait de l'ostéoporose. Donc, quand on commence à vivre de l'ostéoporose, on a tendance évidemment à perdre une solidité osseuse et à avoir moins confiance dans notre squelette. Donc, l'idée qui est de véhiculer avec Emballons-nous, mais surtout dans l'approche des os pour la vie, c'est de maintenir, de retrouver ou d'augmenter la solidité de nos os, qui non seulement est une solidité osseuse, mais aussi va nous donner une solidité dans la vie. En éducation somatique, ce qui est intéressant, et par exemple, Catherine qui enseigne en gymnastique holistique, on sait par exemple que lorsqu'on travaille au niveau de la fluidité, de la relation équilibre-déséquilibre, souvent ce qui sort dans les commentaires, c'est « Oh, je me sens plus solide sur mes jambes, je me sens plus solide dans mon bassin, je me sens plus solide dans la vie, j'ai une image de moi-même qui est plus solide. » Donc, cette solidité, c'est la solidité osseuse, mais c'est aussi cette solidité de se sentir solide pour aller dans la vie avec une structure à l'intérieur de nous, de faire confiance à ces structures. La comparaison que je fais souvent, c'est le bateau. On navigue sur la mer dans un bateau, dans une coque de bateau. Puis la coque de bateau puis le mât, ils doivent être solides, OK? Mais ils sont solides en même temps et capables de bouger. Le mât doit avoir une certaine fluidité dans son mouvement, mais il a un certain équilibre, déséquilibre. Les voiles s'ajustent en fonction des besoins que l'on a. Et la coque est solide et elle doit tenir le coup contre vents et marées parce que la vie, c'est vents et marées. Il y a des moments où on accélère, des moments où on ralentit, des moments où on est plus en difficulté, on traverse des moments plus difficiles, des moments où... donc, notre coque de bateau, c'est celle qui est toujours là comme contenant, comme contenant de notre expérience. Donc, la solidité, c'est évidemment un troisième besoin, le besoin de vitalité. Et la vitalité, dans la façon dont j'approche ça et dans la façon dont nous approchons ça dans l'éducation somatique, la vitalité, ce n'est pas la vitalité qu'on connaît dans le fitness. Moi, je suis aussi éducatrice physique, j'ai été éducatrice physique, je suis éducatrice somatique depuis plus de 40 ans, j'ai connu les deux mondes.
le monde du fitness où on va pousser, on va développer une force musculaire d'une certaine façon, on va parfois vouloir dépasser certaines limites. C'est parfois nécessaire. Euh, c'est une philosophie qui est différente. La vitalité, telle que moi je l'entends, c'est la capacité de moduler en fait notre énergie. Hein, c'est moduler notre énergie, un peu comme une musique, hein, une musique, une partition. Si c'était juste du boum boum tout le temps, ça serait donc ennuyeux. Hein. Si c'est toujours low, lent, 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 ça peut être bien pour s'endormir, mais si c'est toujours comme ça, l'idée, c'est de pouvoir moduler les rythmes à l'intérieur de nous. Et la vitalité, paradoxalement, elle émerge de nous. Ce n'est pas quelque chose qu'on va trouver à l'extérieur, mais la vitalité, elle émerge de nous. Donc, elle émerge de notre expérience et paradoxalement, plus on est capable de se laisser aller dans la détente, dans la gravité au sol, par exemple, plus on sort de là et là encore dans les commentaires que je reçois après des cours. Ah, je me sens. Hier, par exemple, dans le petit essai, il y avait une personne qui disait, moi, j'ai juste envie d'aller, enfin, disait, je suis fatiguée. Donc, après un cours, on peut être fatigué parce qu'il y a comme un excès de tension qui lâche et c'est les effets post-stress souvent. Il y a un besoin de récupération, un besoin de repos qu'il faut écouter. Puis d'autres ont envie de faire la fête, ont envie d'aller courir, jouer. Donc, c'est un besoin, ce besoin de vitalité que nous avons depuis que nous sommes au monde et même avant la naissance, qui est cette énergie vitale qui est à l'intérieur de nous, qui est à cultiver. Cette énergie vitale, contrairement à ce qu'on pense, elle dure jusqu'à notre dernier souffle. Il y a une énergie vitale qui dure jusqu'au dernier souffle, qui ne veut pas dire qu'on est ouais, à 95 ans, 100 ans, qu'on est... Non, c'est une modulation de notre énergie et quelque chose qui fait on pétille à l'intérieur. Évidemment, un autre dernier besoin, c'est le besoin de confiance, le besoin de, de confiance et le besoin de cette force intérieure, de cultiver cette force intérieure à l'intérieur de nous, qui est bien plus large que la solidité dont je parlais tout à l'heure. Il y a une force intérieure, une image de soi. Et l'image de soi, contrairement à ce qu'on pense, ça aussi, c'est dynamique, c'est un processus. L'image de soi, c'est pas une fois pour toutes. Oui, j'ai une image de moi-même, je suis confiante une fois pour toutes. Okay? C'est pas possible. Si quelqu'un vous dit ça, allez voir ailleurs. L'image de soi, c'est quelque chose qui est dynamique, qui transforme. Il y a des moments où on se sent en confiance, des moments où on se sent moins en confiance. C'est d'avoir la conscience de comment on se sent dans le monde, comment on se sent à l'intérieur de soi-même, comment on se sent en rapport avec le monde. L'éducation somatique, c'est vraiment la conscience de soi dans un environnement. Donc, la conscience de soi en mouvement dans un environnement en relation avec d'autres. On ne vit pas dans une grotte, on est vraiment en relation avec d'autres, des gens qui sont proches, des gens qui sont plus loin. Donc, cette confiance, c'est qu'est-ce qui va émaner de nous? Émaner de nous, autant dans les moments plus sombres que les moments plus éclairés. Donc, ça, c'est les besoins essentiels. Donc, comment je réponds à ces besoins-là dans le domaine de l'éducation somatique de mon cadre? La première clé, ce qui est apprendre à ressentir. Je ne sais pas si vous allez arriver, mais des fois, on va au sol, puis on est complètement... je me rappelle avoir eu un incendie à mon bureau à l'époque, à mon studio, puis d'être allongée sur le sol 2 jours plus tard, puis je me dis, mon Dieu, je ne me rendais même pas compte que j'étais tendue. OK, j'étais tellement dans l'activité, dans régler les affaires, que je ne me rendais même pas compte. M'allonger au sol, ça m'a permis de ressentir mes tensions, de ressentir le sol, de ressentir le rapport à la gravité pour ensuite apprendre et continuer à explorer, qui est la deuxième clé. La deuxième clé, c'est explorer, c'est-à-dire explorer des mouvements qui sont inhabituels. C'est vraiment c'est explorer des nombreuses variations de mouvements dans une expérience globale de soi.
D'accord? La globalité est toujours importante. Tout à l'heure, on va par exemple explorer une mobilité par rapport à notre épaule, mais la globalité, vous allez la trouver parce qu'on ne va pas uniquement rester à l'épaule. L'idée, c'est l'épaule, mais c'est parce qu'on va aller explorer globalement ailleurs que l'épaule va en tirer des bienfaits et va trouver des amis au niveau de la mobilité. Donc, on explore. Pourquoi est-ce qu'on explore? Parce qu'on veut stimuler la plasticité du cerveau. L'éducation somatique travaille beaucoup, beaucoup sur la relation du cerveau et la plasticité du cerveau avec le mouvement. Et par notre exploration de mouvements divers, on crée différentes connexions des patrons moteurs. Donc, vous connaissez l'expression qui dit use it or lose it, utilisez-vous ou vous perdez les fonctions, d'accord? Mais la bonne nouvelle, c'est que par l'expérience du mouvement, et c'est vrai que c'est prouvé, c'est vu dans le cerveau, les connexions se perdent quand on n'utilise pas certaines parties de nous-mêmes, mais on peut les retrouver, on peut même les enrichir et d'avoir encore plus. C'est tellement illimité nos possibilités au niveau de notre cerveau et nous on l'approche par le mouvement. Donc, et l'exploration facilite évidemment les transitions vers de nouvelles habitudes, des habitudes qui sont plus fonctionnelles au service d'une mobilité plus économique et libre, c'est-à-dire comme le dit, plus on s'économise au lieu de s'épuiser, au lieu d'être dans l'usure. Parce que lorsqu'on a des douleurs, et par exemple, si on pense au niveau de l'épaule, souvent on a des douleurs au niveau des épaules parce qu'on a une façon de s'utiliser qui ne repose pas sur une globalité de nous-mêmes. J'attache de l'importance à une autre clé, la troisième clé, qui est la dimension du jouer. Qu'est-ce que ça veut dire par jouer? C'est jouer et bouger avec délicatesse. Donc, c'est une clé de la délicatesse. Mais la dimension ludique, c'est développer cette capacité ludique pour soutenir nos processus d'apprentissage. Si j'ai du plaisir à apprendre, si j'ai du plaisir à découvrir, je vais apprendre. Et je vais créer une ouverture à l'intérieur de moi qui va me permettre d'apprendre. Si je suis dans des mouvements qui sont pénibles, qui sont douloureux, qui sont désagréables, je vais me mettre en protection, puis je ne vais pas apprendre. D'accord? Donc, la dimension d'apprentissage, c'est une clé, l'apprentissage ludique, c'est une clé essentielle dans cette façon, pour moi, de travailler, parce qu'on veut aussi maintenir la curiosité. Donc, on veut maintenir notre cerveau alerte, être curieux. Et la quatrième clé, c'est la dimension du partage. Donc, la dimension du partage, dans mon travail, elle est importante. À la fin d'un cours, par exemple, on a souvent un moment, ce n'est pas obligatoire, mais c'est vraiment ceux qui veulent partager leur expérience, mettre des mots sur l'expérience, qui est une expérience plus sensorimotrice, donc mettre des mots, pouvoir le partager aussi à d'autres autour. Mais on sait qu'au niveau du vieillissement, par exemple, on sait que la dimension partage social est fondamentale, encore une fois, pour stimuler et créer ces fameuses connexions, maintenir ou augmenter les connexions au niveau des patrons moteurs de notre cerveau. Puis si on a des interactions, on l'a vu au moment de la pandémie, hein, des personnes qui étaient plus isolées, qui ont perdu des fonctionnalités, qui commençaient à avoir plus de troubles cognitifs, surtout lorsqu'on s'agissait de vieillir. On a vu des personnes qui marchent avec des cannes, qui, après la pandémie, marchent avec des walkers, des déambulateurs, parce qu'il y a eu une perte. Mais tout ça peut être réversible d'une certaine façon. Donc, partager, c'est vraiment créer des interactions. Puis la dernière clé qui est importante, puis ici je sais que j'ai quelques artistes dans la salle, c'est développer ces couleurs créatives, c'est-à-dire de trouver, dans mon travail, il y a une dimension, peut-être moins dans les cours parce qu'on n'a pas le temps sur 1h15, mais dans les ateliers que je donne, il y a une dimension dans la retraite, par exemple, vieillir sans retraite, il y a une dimension créative qui est très importante parce que développer ses couleurs créatives, c'est pour laisser émerger son style personnel. Et vraiment de laisser émerger qui on est profondément dans toute sa vérité
Et puis, un style personnel qui est vécu de l'intérieur. Ce n'est pas un style qu'on prend dans un journal ou dans une revue parce que c'est à la mode, mais c'est vraiment de laisser émerger son style personnel qui est vraiment qui on est profondément. Puis maintenir sa flamme. Puis cette flamme, on la maintient juste, encore une fois, jusque notre dernier souffle, de la façon dont on peut, dépendant de notre condition. Alors, moi, je le fais avec des tissus, avec des bâtons, avec de l'écriture, avec les arts plastiques. Mais il y a plein de façons que vous pouvez trouver pour comment vous pouvez maintenir cette flamme créative. Donc, c'était les cinq clés qui, pour moi, répondaient à des besoins de maintenir la fluidité, l'équilibre, la solidité, la vitalité, la confiance. Parce que si j'apprends à ressentir, je peux apprendre à ressentir quand mon corps murmure et non pas quand il crie, quand il commence à perdre sa fonctionnalité. Mais je peux agir avant ou je peux agir pendant. Je peux rendre réversible les pertes de fonctionnalité jusqu'à un certain point. Ce n'est pas de la magie qu'on fait ici. Hein. On apprend à ressentir ses limites aussi. La limite fait partie de l'apprentissage ici pour respecter nos limites. Explorer, jouer, partager, créer, c'est vraiment les 5 clés que je privilégie dans ce travail-là pour répondre à nos besoins fondamentaux dont je parlais tout à l'heure. Donc, à ce stade-ci, avez-vous des questions, des commentaires avant qu'on passe à la pratique? Oui, Anne. Merci beaucoup, Claudie, c'est très intéressant. Alors, c'est peut-être, il n'y a pas de question bête, mais c'est peut-être une question bête. Tu viens de nous donner 2 listes de 5, donc 10 clés. Comment est-ce qu'ils s'entrelacent? Non, c'était 5 besoins. J'avais d'abord nommé 5 besoins. OK. C'est important au niveau de notre équilibre général, qui étaient les besoins de fluidité, que le travail que je fais en éducation somatique répond à 5 besoins, à nos besoins de fluidité, besoin d'équilibre, besoin de solidité, besoin de vitalité, besoin de confiance, d'accord? Et que pour répondre à ces besoins, j'ai 5 clés. Les 5 clés sont les 5 clés je ressens, apprendre à ressentir. Si j'apprends à ressentir, je peux ressentir avant la perte de fluidité, par exemple. Je peux ressentir quand je commence à avoir des limitations qui m'empêchent d'avancer. Une clé, c'est l'exploration. L'exploration, comme j'expliquais, c'est l'exploration pour stimuler une mobilité globale. Ce sont les 5 clés qui répondent à 5 besoins. Je ne sais pas si ça clarifie. Oui, tout à fait, merci. OK, parfait. Alors, ça mérite, qui sait, peut-être ça va être l'objet de mon 2e livre, hein, qui d'aller plus à fond de tous ces besoins et ces clés. Hein, on ne sait jamais, hein, c'est ce qui va sortir de là encore. Merci, il n'y a pas de questions bêtes. Au contraire, j'adore les questions bêtes. D'autres commentaires, d'autres questions? Ça va? OK. Alors, je vais vous inviter maintenant à vous installer sur le sol. Donc, si c'est possible pour vous d'installer votre caméra de façon à ce que je puisse vous voir au sol, c'est votre confort. Ça me permet peut-être de vous voir, de vous accompagner plus précisément. Wow, Catherine, Héloïse, là, c'est fantastique. J'ai une belle vision. Donc, vous installez au sol de façon à être vu si vous le souhaitez. Donc, souvent, vous pouvez voir la petite fenêtre qui est dans votre laptop ou votre... Oui, c'est beau, parfait. Catherine aussi, je vois bien. Donc, Anne, je ne sais pas si tu veux être vue, mais oui, je vois tes mains. Si tu veux que je te vois mieux, il faut que tu baisses. Peut-être, je ne sais pas si c'est un laptop que tu as, mais tu peux baisser le couvercle. Ou... Pareil, Roselise, Marie-Isabelle, c'est parfait aussi.
C'est mon desktop. Alors, OK. je l'ai amené au fin fond de la table, mais je ne peux pas C'est faire. pas grave. Tu fais comme tu peux. Je te vois un peu, puis on va aller sur le côté de tout à l'heure. Donc, c'est correct, Anne. C'est ça. OK. Donc, dans un premier temps, ce qui est important, je rappelle une règle importante qui est d'avoir un appui un appui confortable, d'accord? Donc, trouvez ce dont vous avez besoin, qui est peut-être sous la tête ou qui est sous les genoux, qui vous permettent d'allonger les jambes avec un support, OK? Donc, c'est très important que vous preniez soin de vous. Ça, c'est une règle fondamentale dans ce travail-là. C'est vous qui êtes la préoccupation numéro un. Donc, de ne jamais rester dans quelque chose qui est inconfortable. Donc, si vous sentez que sous vos genoux, sous votre bas du dos est un peu sensible, vous mettez quelque chose sous les genoux. Si vous êtes inconfortable avec la tête totalement à plat, vous mettez un petit coussin. OK? Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Donc, une fois que vous êtes allongé sur le sol, prenez quelques instants pour vraiment vous déposer sur le sol et de vous laisser accueillir par le sol. Et de ressentir comment vous êtes en contact avec le sol. Comment vous êtes en contact avec le sol. Quelles sont les parties de vous-même qui touchent le sol et les parties de vous-même qui ne touchent pas le sol? Bien sûr, la dépendance de comment vous avez mis vos mains et vos bras. Si vous avez les bras au-delà de la tête, essayez de voir si vous amenez les bras le long de vous. Est-ce que ça change la façon dont vous vous sentez sur le sol? Comment vous sentez les espaces sous les genoux, sous les lombaires? Si vous sentez l'espace sous les cervicales? Comment ça respire? Et où ça respire? Vous prenez le temps de ressentir votre respiration qui est la vôtre au moment. Il n'y a pas une bonne façon de respirer, il y a la vôtre dans le moment et d'observer comment ça respire et où ça respire chez vous. Et lentement, vous allez vous tourner sur votre côté droit, les genoux fléchis. Vous avez l'épaule gauche qui regarde le plafond. Si jamais l'un d'entre vous, vous avez une douleur avec votre épaule gauche, si vous sentez que votre épaule gauche est un petit peu problématique, vous pouvez faire le mouvement de l'autre côté. On fera les deux côtés, mais vous pouvez commencer par l'autre côté si vous sentez que votre épaule gauche est un petit peu douloureuse ce matin. D'accord? Vous fléchissez vos genoux pour amener vos genoux plus à angle droit, donc les genoux plus proches un petit peu plus proche de la tête. C'est ça. Vous avez la main du dessus, donc votre main gauche pour la plupart, c'est ça. La main du dessus va se poser sur le sol devant vous. C'est ça. Lentement, vous allez laisser la main du dessus qui est posée sur le sol.
Vous allez laisser l'épaule de cette main-là, donc l'épaule, c'est l'épaule gauche, puisque vous êtes toutes sur la gauche, vous laissez l'épaule aller légèrement vers l'avant, lentement et légèrement de retour. Donc, vous allez quelquefois amener votre main, votre épaule vers l'avant. Et vous observez quand vous faites ce mouvement, est-ce que c'est l'épaule qui s'avance ou est-ce que c'est tout le tronc qui s'avance? Observez dans le mouvement. On laisse l'épaule s'avancer lentement. Et je rappelle donc l'une des clés, c'est apprendre à ressentir qui est vraiment pour vous aussi de sentir jusqu'où vous pouvez aller, où ça revient facilement. Donc, vous êtes en train de faire la première clé, le ressenti, puis la deuxième clé qui est apprendre à explorer. Donc, vous explorez lentement votre mouvement qui est de laisser l'épaule s'avancer vers l'avant et revenir au neutre. Est-ce que ça va? Donc, la main est posée devant et puis on l'avance, l'épaule. On laisse l'épaule avancer légèrement vers l'avant et revenir au neutre. Ça va, Anne? C'est ça. Puis maintenant, vous allez laisser la main qui est posée devant vous, vous la laissez s'allonger devant vous. Donc, vous laissez la main gauche s'avancer devant vous. Donc, on explore, on continue à explorer la main qui s'allonge dans l'avant. Et vous laissez la main glisser sur le sol devant vous. Donc, le bras s'avance. Et le bras qui s'avance et la main qui s'avance vers l'avant, qui glisse sur le plancher vers l'avant et qui glisse sur le plancher pour revenir. Cette main avance le bras et cette main avance l'épaule. Et quand le bras revient, il reste long, il reste allongé. Okay? Vous ne laissez pas le bras se plier. Et on respire là-dedans. Très bien. Laissez votre bras tranquille, votre main tranquille. Et portez votre attention à votre genou, le genou qui est au-dessus. Le genou qui est au-dessus, donc votre genou gauche. Et laissez votre genou glisser vers l'avant. Avancez votre hanche légèrement vers l'avant. Pas vers le haut, vers l'avant. Donc, il ne s'agit pas d'amener votre genou vers le haut, donc vers votre tête, mais de ramener votre genou vers l'avant.
C'est ça. Donc, le pied reste, les deux pieds restent ensemble, les deux pieds restent collés. D'accord? Voilà, on laisse, les deux pieds restent ensemble, les deux pieds restent collés ensemble. On laisse simplement le genou aller vers l'avant et reculer vers l'arrière. OK? Donc, on laisse vraiment les deux pieds collés ensemble. C'est ça. Donc, c'est un tout petit mouvement. C'est ça. C'est ça. Est-ce que tu as besoin que je le traduise en anglais, Anne? Est-ce que tu penses que ce serait plus facile en anglais? So, yes, you would like me to translate? Yeah? Okay. Okay. I will translate. Okay. So you have the bent legs, okay, and you let your knee, the upper knees glide forwards, and you stick your feet together. So just the knees gliding forwards, back and forth. So the hip is going forwards and backwards. So both knees are going forwards? No, only the upper knee. knee. The top knee. OK? Très bien. Laissez ça. Laissez ça. Try it a few times while I'm just asking for something else. Prenez une petite pause sur le côté. Petite pause. Laissez maintenant le genou du dessus, dans the top knee. Vous laissez le genou du dessus se diriger vers le sol en direction de la tête. Donc, vous laissez le genou du dessus et le pied va se soulever légèrement vers le plafond. So you let your knee dropping above the other one towards the head on the floor, the top knee, and you lift your heel. Et vous revenez. Et you go back. Et quelquefois, on respire doucement. Allez-y lentement. Pourquoi? Parce que si vous allez lentement, peut-être que vous allez sentir quelque chose dans votre cage thoracique. Si vous mettez votre main du dessus sur les côtes, put your hands on your rib cage, the top rib cage, et prenez le temps de sentir quand vous mettez votre genou vers le sol et que votre pied se soulève, qu'est-ce qui se passe dans la cage thoracique? Le genou va vers le sol, Roselise. Hein? Ton genou va vers le sol. C'est ça. Donc, peut-être au départ, tu peux peut-être amener tes genoux plus fléchis, Roselise, un peu plus fléchis, et partir de là, voilà, c'est ça. So, your top knee is dropping on the floor. C'est ça. C'est ça. L'idée, c'est pas forcément d'aller au sol, mais... Très bien. Laissez ça, leave that. Reposez-vous quelques instants. Have a rest. Maintenant, mettez votre main du dessus, your top hand, your top leg on the floor. La main du dessus sur le sol. Et laissez glisser votre main pour qu'elle vienne sur votre hanche. Let your hand glide until it touches your hip, your top hip. C'est ça. Puis à partir de là, vous laissez la main glisser par-dessus la montagne vers l'arrière de vous. Let your hand glide on the top of the mountain behind you, derrière vous, derrière vous. Vous la laissez tomber derrière vous. La main va derrière vous, c'est ça. Et vous revenez avec la main par-dessus la montagne.
Vous grimpez sur la montagne et vous ramenez la main à l'avant de vous. Bring your hand forwards again, and then let your hand glide on the mountain backwards, and let the hand glide on the floor. C'est ça. La main n'a pas besoin de s'allonger, OK? Marie-Isabelle, ne laisse pas ton bras allongé, laisse simplement la main aller au sol. La main glisse vers le sol. C'est ça. C'est ça. On laisse la main aller glisser par-dessus, puis glisser vers l'arrière. Quelquefois, observez ce qui se passe dans l'épaule. C'est ça. Maintenant, reposez-vous. Petite pause. Puis, laissez votre genou descendre vers le sol à l'avant de vous. Donc, le genou du dessus descend vers le sol. Le genou du dessus descend vers le sol. C'est ça. Et vous restez là. Et maintenant, avec la main, vous laissez la main repartir vers l'arrière sur la montagne et laissez pendre la main derrière et revenir doucement et on respire. Touchez vraiment vos hanches, touchez ce que j'appelle la montagne qui est votre hanche, les fesses. C'est ça. Et laissez ça retourner sur le dos. Allez sur le dos et ressentez ce que cette exploration a donné. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux côtés? Allongez les jambes au neutre et prenez le temps de sentir est-ce qu'il y a une différence entre les deux côtés. Est-ce qu'il y a une différence de largeur, de longueur, de chaleur? Quel est l'état de fluidité que vous avez à l'intérieur de vous? Est-ce qu'il y a un déséquilibre entre les deux côtés? Est-ce que vous percevez votre colonne qui est au centre de ces deux côtés? Est-ce que vous sentez une circulation à l'intérieur, témoin de votre vitalité, d'être en vie? Quelle est la façon dont vous voyez sur le sol? Quel est l'espace que vous occupez sur le sol? Le plein espace. Passez de l'autre côté. Tu veux essayer un de l'autre côté ou tu préfères regarder? Les deux genoux sont fléchis. La main est posée, la main du dessus est posée sur le sol, devant vous. Et vous commencez à laisser bouger l'épaule un petit peu en avant, un petit peu en arrière. La main est posée, la main du dessus est posée devant vous, proche de vous. Et vous laissez l'épaule. La main ne bouge pas pour le moment, elle est simplement posée sur le sol. Et vous bougez un petit peu votre épaule en avant, de retour. La main du dessus est posée proche de votre poitrine.
Elle est en appui. Donc, la main droite est posée sur le sol, proche de votre poitrine. Et on respire, on laisse l'épaule aller de l'avant, aller de l'arrière. Puis maintenant, laissez la main s'allonger vers l'avant, la main du dessus avancer vers l'avant. Et laissez la main glisser vers l'avant et glisser vers l'arrière. Gardez le bras long, laissez le bras glisser vers l'avant et vers l'arrière. Et sentez comment la main qui glisse en avant et qui glisse en arrière bouge votre épaule. Et on respire. Soyez toujours attentif de respecter vos limites, d'aller là où c'est confortable. On respire, c'est ça. Très bien, laissez cela. Reposez-vous quelques instants. Portez attention à votre genou, le genou du dessus. Laissez votre genou du dessus avancer vers l'avant, pas vers le haut, vers l'avant. Les deux pieds restent ensemble. C'est ça. On avance et on recule. Donc, le genou avance et avance votre hanche et le genou recule votre hanche. C'est ça. Donc, on est en train de réveiller le bassin, la ceinture pelvienne, avant, arrière, lentement. C'est ça. Puis cette fois-ci, laissez votre genou plonger vers l'avant. Donc, vous plongez vos genoux vers l'avant et vous laissez le pied se décoller. Donc, le genou plonge vers l'avant et le pied va vers le plafond. On décolle, le pied va vers le plafond. C'est ça. Laissez le pied aller vers le plafond. Laissez pas le pied traîner sur le sol, mais laissez, c'est ça. Voilà. Là encore, ça n'a pas besoin d'être une grosse affaire. Et on revient, on fait des allers-retours. Et si vous mettez votre main sur les côtes, mettez vos mains sur les côtes, vous allez sentir qu'il se passe quelque chose dans vos côtes. Il y a un mouvement dans les côtes. C'est ça. Madeleine, tu peux laisser ton genou aller vers le sol. Laisse-le plonger vers le sol, ton genou. C'est ça. Voilà. Et on respire là-dedans. Très bien. Laissez cela. Reposez vos deux jambes. Puis maintenant, avec la main, votre main, vous laissez votre main partir du sol et venir sur la montagne. Donc, venir sur votre hanche. La main vient sur la hanche et va glisser vers l'arrière de la montagne, qui est votre bassin. Et on revient de l'arrière de la montagne vers l'avant. Et on observe quand la main fait ce mouvement, qu'est-ce qui se passe dans l'épaule, dans la cage. Vraiment laissez la main la plus lourde possible passer sur votre corps. On laisse la main, voilà, passer sur la montagne. C'est ça. C'est ça. Puis, vous laissez votre dos aller sur le sol et vous vous laissez rouler sur le sol. Laissez-vous rouler sur le sol.
Et quand vous êtes sur le sol, comment ressentez-vous le sol maintenant en comparaison avec le début du cours? Est-ce que les parties qui touchent le sol sont différentes? Est-ce que les jambes peuvent s'allonger? Comment ça respire? Comment vous ressentez le sol et comment vous ressentez vous-même? Qu'est-ce qui émane de vous maintenant sur le sol? Et quand vous êtes prête, vous roulez sur le côté de votre choix. Vous venez doucement vous asseoir et doucement vous mettre debout. Et quand vous serez debout, prenez quelques instants pour sentir comment vous êtes debout. Quelle est la sensation que vous avez de vous-même debout? Quelle est la sensation que vous avez vous-même debout? Quelle est votre sensation d'équilibre, déséquilibre? Quelle est la sensation que vous avez de tout votre squelette? Puis faites quelques pas dans la pièce selon la place que vous avez. Faites quelques pas en avant, quelques pas en arrière. Et observez comment vous êtes quand vous faites ces petits pas. Quel est votre rapport à la solidité? Et on va arrêter la pratique ici. Vous allez pouvoir revenir vers l'écran, faire un petit échange final. Je vais fermer l'enregistrement.